Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est François Omril. Bonjour, le président de la CFE-CGC. On va bien sûr décrypter ensemble la situation politique française et cette dissolution vécue évidemment comme un choc pour l'ensemble des organisations syndicales. On sera à 8h30 avec Dominique Carlac. On parlera du point de vue du patronat. Mais vous avez fait un communiqué hier soir, François Omril, que j'ai lu avec attention, dans lequel vous êtes très clair. En fait, pour vous, la montée du vote Rassemblement National, c'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est tout les décisions de ces dernières années faites par la classe politique au pouvoir. Oui, moi ça me paraît assez clair et d'ailleurs je pense le reproche principal qu'on peut faire à Emmanuel Macron. En 2022, il fait un discours après son élection, il dit j'ai compris, enfin ceci dit depuis 7 ans qu'il exerce le pouvoir. C'est assez souvent qu'il a dit « j'ai compris ». Il n'en a pas tiré beaucoup de parti. Et donc, il dit « mais moi, je veux ramener à moi l'ensemble des personnes qui sont dans la souffrance, dans le rejet ». Et qu'est-ce qu'il fait juste après? Une réforme des retraites, un décalage à 64 ans que la société n'a pas compris et contre laquelle l'ensemble des syndicats se sont levés. Donc, je pense que c'est aussi ça qui provoque cette forme de réaction au pouvoir qui vient nous dire « ben moi, j'exerce le pouvoir, mais je n'ai pas le choix dans mes options politiques ». Alors ça, c'est insupportable. Faire de la politique, c'est faire des choix. Et c'est faire des choix en fonction de ce que le plus grand nombre souhaite. Emmanuel Macron est toujours dans son analyse macroéconomique de la société qui veut que, pour que l'ensemble du bonheur pour toute la population soit garanti, il faut que chacun régresse un petit peu dans sa position. Or ça, les gens ne le supportent plus. Et donc il faut bien qu'ils réagissent. Donc il est responsable? Ah ben bien entendu, il est responsable. Vous savez, nous, on a à la CFE-CGC une ligne, une politique. On considère que les gens sont libres de leur vote et qu'ils sont intelligents. Et donc, mais ça ne nous interdit pas de faire des commentaires sur les résultats quand ils tombent et quand ils provoquent des décisions de cette importance-là. Et donc, moi, j'ai pas de problème pour tenter d'analyser ce que c'est que l'évolution d'un vote dans telle ou telle catégorie et d'essayer d'en tirer un certain nombre de conclusions. J'ai le droit de faire ça. C'est pas prendre parti que de le dire. Et aujourd'hui, dans l'évolution des votes, dans le résultat du scrutin, à l'évidence, il y a un rejet complet d'une politique qui vient nous dire je n'ai pas le choix des décisions que je prends. Alors que nous pensons qu'il y a toujours le choix. C'était le cas sur la réforme des retraites et sur la question de l'assurance chômage, on en parlera peut-être. Eh bien, tous les arguments qui sont donnés à l'appui de cette réforme sont des arguments qui sont mensongers pour la plupart et donc qui provoquent aussi une réaction de rejet, d'incompréhension des gens. Cette réforme de l'assurance chômage, a priori, elle va passer par décret. Elle aura lieu, contrairement à plein de réformes qui n'auront pas lieu, comme celle qui concerne les agriculteurs ou la fin de vie. Le décret sera publié. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne pouvez pas discuter, là, ces prochains jours, c'est terminé. Bah, nous, tous ensemble, pour le coup, on va demander au pouvoir de ne pas publier ce décret. Avouez quand même que la situation est plutôt unique. En fait, ce décret, probablement, il n'aurait pas pu passer grâce à la proposition de loi du groupe Lyotte qui interdisait, en fait... Et cette loi a été passée en commission. Et on pourrait finalement juger les choses en disant c'est pour que son décret passe qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. Bien sûr, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça aura cette conséquence-là. C'est-à-dire qu'il pourra faire passer par décret une réforme, entre guillemets, de l'assurance chômage que là encore, l'ensemble des syndicats et une majorité politique à l'Assemblée étaient prêtes à bloquer. Donc moi, je demande pour le coup au Premier ministre, au pouvoir, de ne pas faire passer ces décrets et de respecter la démocratie. Si on a dissous l'Assemblée, eh bien, on doit aussi dissoudre ces décrets qui faisaient débat, voire qui faisaient polémique. Vous allez discuter dans les prochains jours avec le Rassemblement National. La patronne de la CFDT, qui était à votre place il y a 3 semaines, avait organisé un grand oral avec l'ensemble des candidats, sauf le Rassemblement National. Elle ne voulait pas discuter avec eux. Est-ce que c'est votre cas? Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on ne convoque pas les partis à venir nous rencontrer. En fait, ce qu'on fait à l'occasion de grands scrutins, on l'a fait pour les élections européennes, on l'a fait pour l'élection présidentielle. On rédige un document qui est assez complet, qui reprend l'ensemble de nos revendications mises au jour de l'époque. Et on demande aux candidats de se positionner. On les interviewe pas d'une certaine façon. On leur envoie nos documents, nos revendications, notre vision de la société et des choses à faire évoluer. Et on leur demande de se positionner. Et on s'engage à publier sur
le site confédéral les réponses qu'ils nous ont données sans les commenter. Vous savez, on est assez prudent, on évite de rentrer dans une interaction pour le coup officielle et publique. Donc vous avez déjà cette réaction du Rassemblement national. Alors en national. l'occurrence, il n'a jamais répondu à nos documents parce qu'en fait, ils sont libres de répondre, de prendre position ou pas, et eux-mêmes n'ont jamais répondu sur nos documents. Ils l'ont pas fait sur la question européenne, sur lesquels on avait fait un document assez complet qui reprenait là encore les positions de notre organisation, la CFE-CGC, sur la façon de faire évoluer l'Europe de façon positive sur le plan social. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Parce qu'on voit clairement que le vote Rassemblement national, désormais dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y avait des chiffres ce matin sur les actifs. 35% des actifs ont voté Rassemblement national. Chez les cadres, on est à 18%. On était à 10% en 2019. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces actifs, ces cadres qui votent Rassemblement national, puisque clairement vous appelez au discernement et au rassemblement ce week-end, donc a priori vous êtes contre? En fait, il ne faut pas s'étonner si on analyse le vote Rassemblement national comme étant principalement un vote de rejet des politiques qui sont menées depuis une quinzaine d'années et en particulier depuis 7 ans. Et il ne faut pas s'étonner que toutes les catégories de Français soient touchées par ce phénomène de rejet. D'ailleurs, pour vous dire, parlant au nom des catégories de l'encadrement, je peux témoigner effectivement de ce rejet qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la façon dont les organisations sont menées, et y compris dans les entreprises. On est beaucoup soumis à des injonctions paradoxales. On nous dit « va là » et on ne nous donne pas les moyens d'y aller. Notre société est en grave déficit de confiance. Et au passage, la politique d'Emmanuel Macron a été une politique de défiance vis-à-vis des partenaires sociaux, vis-à-vis du paritarisme. On a mis à distance ceux qui, dans la société, sont en responsabilité de gérer un certain nombre d'affaires parce que c'est leur culture et c'est aussi leur champ d'intervention. Et nous, on pense qu'on ne peut pas verticaliser le pouvoir. C'est pas possible. Il faut justement créer des espaces de confiance dans lesquels les gens s'engagent. Or, en fait, toutes les catégories sont touchées par ce phénomène qui est qu'on hésite à s'engager parce qu'on ne sait pas sur quel terrain on va, justement parce qu'on sent que la société ne va pas vous faire confiance. Et donc par rapport à ça, moi, et pour répondre finalement à votre question, nous, ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, et c'est ce qu'on disait dans notre communiqué, on va appeler les gens, puisqu'il va y avoir des candidats. Ces candidats, ils vont être sur le terrain, ils vont faire des réunions publiques dans leur arrondissement. Eh bien, nous, on appelle les gens à poser des questions. Demandez à vos candidats de s'engager et de dire exactement finalement quel est leur programme, à quel parti ils se rattachent, pourquoi ils se rattachent à ce parti, quelle est leur vision de la société, quelle est leur vision de la place des représentants, des partenaires sociaux, des syndicats dans cette société. C'est notre rôle. Moi, je suis le responsable d'une organisation syndicale. Les gens que je rassemble sont des gens qui ont une activité sociale de représentation dans l'entreprise et donc dans la société civile. Dernière question, François Omril. Raphaël Glucksmann lui a proposé Laurent Berger comme Premier ministre si lui, il remportait les législatives. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à en dire. C'est à Laurent Berger lui-même de Il a toujours dit qu'il ne ferait pas de politique. Voilà, je crois qu'il a déjà répondu à cette question, mais vous savez, c'est le genre de question, on le sait très bien. Un responsable syndical Premier ministre, quand même. Écoutez, au moins, ça aurait de la gueule pour au moins, on ne pourrait pas lui faire le reproche de méconnaître la question sociale. Ça, c'est certain. Et donc, voilà, après, pour le reste, ça fait partie aussi des éclats d'une campagne électorale qui font causer. Moi, je trouve que c'est pas si mal, finalement. Merci beaucoup, François Omril, d'être venu nous voir ce matin.